Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. J'étais pas là l'année dernière et donc cette année, on m'a donné 2 présentations. Et je suis ravi aujourd'hui de vous parler d'abord de quelque chose que j'ai intitulé ici l'entropie du système Google. Alors Google, vous en doutez, il y a plein de ressources qui nous permettent de faire tourner tous nos services. Il faut gérer la complexité qui vient avec le volume. Donc combien de personnes utilisent, je sais pas, Google, le moteur de recherche? Okay. Gmail, quelques-uns. YouTube, peut-être? Ok. Bon, écoutez, ça tombe bien. Je vais vous parler du socle technique qui fait tourner tout ça. Et comment on gère ça en interne. Il s'agit en fait d'une technologie qu'on peut nommer maintenant, qui s'appelle Borg. Je peux vous en parler avec son doux nom, parce qu'il y a un white paper qui est sorti il n'y a pas longtemps qui en parle en pas mal de détails. Et je vous donnais un petit aperçu ici de ce qui est fait. Non seulement de ce qui est fait en interne chez Google, mais de ce qui est désormais disponible à travers un certain nombre de technologies open source et qui implémentent les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en œuvre ici chez Google. Alors, il y en a qui provisionnent, qui achètent des machines, des serveurs, voire des salles machines. Chez Google, nous, on provisionne des data centers. Chacun coûte plusieurs centaines de millions, donc c'est des investissements lourds. C'est sur plusieurs années. On en a un certain nombre dans le monde. Et la question, c'est de savoir, on a de l'infrastructure, on a du réseau, on a des racks, on a du network, on a tous ces trucs-là. Comment est-ce qu'on peut rendre cette puissance disponible aux développeurs sans pour autant lui demander de devenir un expert sur cette infrastructure, et donc être capable d'abstraire au maximum l'accès à ces ressources pour un développeur en interne. Donc, pour illustrer la puissance qui est mise à disposition des développeurs chez Google, avec cette infra, on va prendre une application hyper représentative du degré de complexité et sophistication qu'on rencontre chez Google, un bon vieux Hello World. Donc, pour pouvoir exécuter un job sur l'infrastructure Google, il faut décrire ce qu'on veut. Donc tout d'abord, on va lui donner un nom. Donc voilà, c'était Hello World. Ensuite, on va lui dire où est-ce qu'on veut le faire tourner. Donc sur quelle cellule. En l'occurrence, une cellule ici, pour faire très simple, on va dire c'est un cluster de machines, mais un cluster où on parle de milliers ou de dizaines de milliers de machines. Ensuite, on lui donne un binaire, un exécutable, un extraordinaire. On lui donne des arguments de ligne de commande. Alors ici, un port d'écoute qui sera laissé à discrétion de l'environnement. On pourrait le spécifier explicitement. Là, en gros, on laisse le système décider. On peut réclamer des ressources minimum en termes de mémoire, en termes de disque, et ainsi de suite. Alors, du coup, je vois plus ce qui se passe ici, pardon. Vous avez dit qu'il pleuvrait aujourd'hui. Hein. Ils ne se sont pas trompés. Donc on peut demander tout ça. En fait, tout ça, c'est aussi quelque chose qui peut être optionnel. On va également dire combien on veut de copies de cette tâche-là. On va dire, voilà, moi je voudrais être capable de servir, si c'est un serveur web, tant de serveurs et tant de hits simultanés, donc je pense que j'ai besoin de tant d'instances. Toutes les applications qui tournent sur Borg, alors oui, vous allez me dire, là en mémoire, je demande beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que chez Google, tout est déployé avec toute une tripotée de monitoring qui fait que le binaire de base, même à Hello World, on est quand même autour de 50 mégas. Mais derrière, il y a le monitoring et tout ce qui permet de savoir dans quel état est le système. Donc c'est un petit peu le coût à payer. Alors là, j'ai demandé 5 instances. Bon, 5 instances, c'est peut-être pas assez. Alors d'abord, oui, tout ça c'est optionnel. Ensuite, 5 instances, c'est peut-être pas assez Google, donc on va dire 10 000. Donc 10 000 Hello World. On va voir ce qu'on est capable de faire tout avec ça. Alors une fois qu'on lance ça, on va avoir 10 000 Hello World. Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr ? En fait, on a des outils de monitoring, notamment grâce à tout ce code qui est embarqué dans chacun des binaires. Et on a une page qui permet de surveiller le nombre de jobs qui s'exécutent à l'instant donné. On voit qu'il faut à peu près 2 minutes et demie pour arriver à ces 10 000 Hello World. Donc il y a un peu de synchronisation, d'orchestration, pour utiliser des mots à la mode. C'est quand même pas mal, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup, parce que 10 000, ça par contre c'est beaucoup.
Et en gros, l'essentiel du temps est passé à distribuer le binaire. Donc il y a en gros un Tera qui véhicule sur des réseaux qui sont à peu près à 20 gigabits. L'ordonnancement de ces 10 000 tâches se fait par pool de quelques centaines pour donner une chance à d'autres jobs d'être schedulés également. Le point important là, c'est que le système est capable de gérer un nombre quelconque, 10 000 en l'occurrence ici, avec une interface cohérente pour les développeurs. Le développeur, il n'a pas à savoir où ça va être déployé, il va simplement donner son binaire, un certain nombre de critères, et c'est tout. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cellule Borg. Donc il y a un certain nombre de composants, il y a ce qu'on appelle en particulier le Borg Master, qui a un rôle tout à fait fondamental, qui est répliqué, en l'occurrence ici, 5 fois pour assurer une haute disponibilité. Une cellule Borg, c'est un ensemble de machines interconnectées avec un réseau très haut débit, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle de milliers, voire quelques dizaines de milliers de machines dans une seule cellule. La première étape, c'est le fichier de config qu'on vient de voir, et le binaire, c'est d'envoyer ce binaire dans un repository où le système va être capable d'y accéder. Donc pensez repository de conteneurs, comme on peut les connaître autour de Docker par exemple. Le fichier de config tel qu'on vient de le voir, on va l'envoyer au Borg Master, et là on va avoir un persistent store où on va écrire cette information. Au passage, tout ce qui est binaire, tout ce qui est gestion de config, on a mis en open source un truc qui s'appelle Bazel, B-A-Z-E-L, qui est l'open sourcing des fonctionnalités de build continu et de build en général chez Google. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement finalisé, on vient de faire une bêta il n'y a pas longtemps. Si ça vous intéresse, regardez Bazel, B-A-Z-E-L. Une fois qu'on a cette info de configuration dans le persistent store, eh bien d'abord il est répliqué, donc ça c'est important. Ensuite l'outil de config qui nous a permis de l'envoyer, il pourrait descendre, le client mourir, disparaître, c'est pas grave, on en a plusieurs copies. Ensuite, on va avoir un scheduler qui va se déclencher quelques millisecondes plus tard et qui va regarder le contenu persistent store. Il va dire tiens, il y a un job là et il n'est pas schedulé nulle part. Donc je vais le scheduler. Je vais dire tel job va aller sur telle machine, je vais faire mon dispatch. L'étape suivante, c'est le link chart qui va dire ah, il y a des jobs qui sont schedulés mais ils ne tournent pas. Donc je vais regarder, prendre les jobs, les envoyer physiquement sur les nœuds de mon cluster, discuter avec ce qu'on appelle un petit agent qui est la Borglet en local, et s'assurer que ça fonctionne. Donc chacun a vraiment un rôle très précis, et chacun est répliqué, et chacun peut voir disparaître l'étape précédente. Elles sont totalement orthogonales. Et bien sûr, le job, c'est d'aller chercher le binaire au bon endroit. Donc le résultat, c'est 10 000 copies de Hello World. Donc tout a bien fonctionné, c'est formidable. En fait, pas tout à fait. La ligne là que vous voyez, que vous avez vu tout à l'heure, en y regardant de plus près, on se rend compte qu'on n'a jamais vraiment atteint les 10 000 tâches. On en est, dans ce cas précis, il en manque 7. Et parmi celles qui manquent, les 7, elles sont dans un état pending, donc non encore dispatchées, ou setup, je suis en train de charger sur la machine. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'atteindre 10 000 tâches? Alors d'abord, en fait, la vraie raison, c'est que les pannes, ça arrive. Sur 10 000 machines, on va avoir des pannes, on va avoir des problèmes. L'entropie du système, la complexité du système, elle est telle qu'on ne peut pas faire autrement. Alors on peut toujours dire, moi je vais acheter du matériel qui a des MTBF, donc des Mean Time Between Failure, qui va me permettre d'avoir une meilleure disponibilité, mais il y aura toujours des pannes. Alors plutôt que de se dire on va acheter très cher du matériel qui va un petit peu améliorer la situation, on va plutôt se dire on va essayer de construire tout le software qui est au-dessus, toute l'infrastructure qui est au-dessus, en partant du principe que oui, il y aura des pannes, il va falloir les gérer. Donc dans ce graphique, on observe des tâches, donc des process, des Linux process group, qui n'arrivent pas au bout, qui sont évincés, qui se crachent, ou bien qui ont un problème hardware. Et en fait, il y a deux barres. Il y a une barre horizontale, la première c'est la prod, et la deuxième c'est la non-prod, là où on fait des trucs de type non interactif, donc du batch, des map reduce, ce genre de choses-là. En prod, une éviction, ça arrive une fois par mois. Donc typiquement, il y a un rollout de patch. Donc ça, non seulement ça arrive une fois par mois, mais c'est voulu.
Après, on tombe encore sur quelque chose de beaucoup plus rare si c'est un problème et une panne matérielle, mais encore une fois, ça peut arriver. Par contre, en non-prod, tout job peut être préempté par un job de production ou par un autre job qui a demandé une priorité un petit peu plus haute. Et donc avec 10 000 tâches, en faisant le calcul, on doit bien s'attendre à tout moment à ce que 7 ou 8 ne sont pas en cours d'exécution. C'est normal. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on observe ici. En l'occurrence également, les 10 000 et le Hello World a été exécuté, je ne vous l'ai pas montré ici, mais avec une priorité la plus faible qui existe. Donc la culture n'est pas celle de l'optimisation de la haute disponibilité par l'achat de matériel extrêmement coûteux en prenant les serveurs les plus compliqués et les plus chers, mais plutôt consiste à gérer les plantages quand ils surviennent. Donc l'enjeu devient de savoir se comporter quand 2 services se plantent au même moment pendant un upgrade, par exemple. Parce que c'est toujours la loi de l'emmerdement maximum qui va vous montrer que c'est dans ces cas-là que les pannes arrivent, c'est jamais quand tout le monde s'en fout et personne ne voit rien. Donc pour le monde externe Google, pour vous utilisateurs de Gmail, de YouTube, bon, globalement ça marche. La dernière fois que vous n'étiez pas capable d'accéder à une page d'accueil, ou globalement même au service, c'était probablement il y a un bout de temps, ou des temps de latence qui peuvent être un peu plus lourds, mais globalement ça apparaît comme up and running, sur un bon état de marche, parce qu'en interne on part du principe que c'est pas le cas et que le software doit être capable de s'adapter aux pannes qui surviennent. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, les Américains parlent souvent de cattle versus pets, donc c'est le bétail versus l'animal domestique. Qui a des serveurs, qui gère des serveurs ici, ou qui a un accès, SSH, n'importe quoi, quelques-uns. Est-ce que ces serveurs ont un nom? Un nom que vous connaissez? Ok. Bon, c'est normal, on est passé du mode animal domestique où mon nom de serveur c'était toutes les îles du coin, c'était des trucs liés à Star Wars, c'était lié à tous les trucs comme ça. On a tous eu un serveur, on se connecte, et il s'appelle Tartampion et celui-là, putain, il a 8 gigas de RAM, et puis tel autre, par contre, il a une autre CPU plus récente. Voilà. On est beaucoup plus dans une démarche de gestion du bétail. Un bétail, on essaye de l'optimiser, hein, mais bon, les maladies, ça arrive. Il faut gérer le cycle. Et donc, une machine, elle plante, et ben, on va la remplacer. Peut-être pas tout de suite d'ailleurs, hein, mais au prochain cycle, on sait que telle machine, ou tel routeur, ou tel switch, il a un problème et qu'il va falloir le remplacer. Donc, on est vraiment dans cette gestion du bétail en volume. Et en fait, Google procède tous les ans en interne à des exercices du type supposons que la Californie ne soit plus joignable. Alors, je sais pas, peut-être la faille de San Andreas a fait son effet. Et que c'est plus joignable du reste du monde, que le multiple fournisseur d'électricité de l'autre plus gros data center aux États-Unis sont plantés pour une raison X. Comment on fait pour continuer à délivrer le service? Donc on simule vraiment tout ça, c'est-à-dire qu'on coupe les accès réseau, on arrête la connexion, l'arrivée d'électricité, on arrête le refroidissement, on arrête tout ça et on voit ce qui se passe. Donc du coup il y a des trucs marrants du genre on se rend compte que le gars qui était responsable pour le groupe électrogène, il n'a pas assez d'électricité pour payer les dépenses de carburant. Donc bon, c'est pas trop grave, on voit qu'il y a des problèmes, on les résout, mais tous les ans il y a ce genre de trucs là sur de la prod. On ne parle pas de non-prod, de ce genre de choses-là. Et globalement, vous ne voyez pas qu'on fait ce genre d'exercice, et c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc l'étape numéro 1, c'est de s'assurer non pas de la vitesse, de la performance, mais tout simplement que le job est bien là et qu'il est up and running. Alors bien sûr qu'on a du monitoring, mais surtout qu'on a toute cette infrastructure pour s'assurer que le job fonctionne et rend le service. Seulement après, on peut commencer à s'intéresser à l'optimisation du système. Parce qu'à l'échelle de Google, si on devait avoir une machine, une appli, on ne s'en sortirait pas. C'est juste pas possible. Donc il faut absolument qu'on soit capable d'avoir un meilleur taux d'utilisation que ça, et le meilleur possible en fait. Et il y a un enjeu tout à fait fondamental. Il y en a beaucoup de gens qui travaillent sur les problèmes d'optimisation, des matheux, sur les problèmes d'optimisation pour arriver à un meilleur taux d'utilisation. Donc le schéma ici représente la CPU et la mémoire, 2 axes. En fait, il y a d'autres dimensions, mais on va rester là-dessus. Et chacune des barres ici représente une machine. L'espace blanc entre les deux catégories, c'est l'espace susceptible d'accueillir une nouvelle tâche. Mais le problème, c'est que si l'espace concerne que la CPU et que la mémoire n'est pas utilisable, on ne peut rien y faire.
Donc là, les deux exemples rouges, oui, on a soit de la mémoire mais pas de CPU, soit de la CPU mais pas de mémoire. Donc il y a un problème d'optimisation. C'est dommage. On aurait peut-être pu faire mieux dans les tâches qu'on a planifiées précédemment. Chez Google, la moyenne, la machine médiane chez Google exécute à peu près 10 tâches. Et encore, ça, c'est des chiffres du début de l'année dernière. Donc là, le schéma montre une assez mauvaise utilisation des ressources. Et les algorithmes sont régulièrement améliorés pour faire bien mieux que ça. On peut aussi gagner en efficacité en partageant des ressources entre tâches de priorité très différentes. Donc ça, c'est aussi important. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus rentable. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, hein, tout cet aspect, mettre les bonnes briques aux bons endroits, moi, ça me rappelle quelque chose. Et donc, la promesse du cloud, en général, c'est d'avoir le meilleur taux d'utilisation possible. Parce qu'on a mutualisé toutes ces ressources avec certaines règles de copropriété sur on va être un bon colocataire, on va faire gaffe aux gens à côté, on va pas faire trop de bruit après 10 heures. Enfin, il y a un certain nombre de règles quand même. On va payer à l'usage, on va faire tout ça. Et ce modèle-là, il marche parce que derrière, on a promis une utilisation qui va permettre un meilleur taux d'utilisation et avoir quelque chose où on n'est pas sur des serveurs dédiés à une appli avec royalement 10% de taux d'utilisation, ce qui est encore ce qu'on voit très, très régulièrement en moyenne, avec peut-être de temps en temps des pics à 60, 70 ou à 80. Là, on se fait peur parce qu'on arrive vraiment aux limites de la machine. Donc du coup, selon moi, le cloud public, c'est le seul cloud qui répond vraiment à la promesse d'un meilleur taux d'utilisation, notamment par rapport à tous les efforts qui sont consacrés par ces acteurs du cloud public pour optimiser leur infrastructure et en face donner des coûts qui sont abordables. Donc je vous ai montré ça. En fait, ça c'est l'architecture interne chez Google sur le dispatch d'applications et sur certaines de ces optimisations. En fait, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai parlé que d'un sous-ensemble assez restreint du système global. Les 4 sous-systèmes ici là sont tolérants aux pannes, ils sont capables de monter en charge bien sûr, mais la vie réelle, la vraie vie, elle est un petit peu plus complète, un petit peu plus complexe que ça. Donc les détails ne sont pas forcément importants ici, mais sachez quand même qu'il y a des sous-systèmes pour gérer la facturation. Donc en interne, je vous parlais de Gmail, de YouTube, de Search, de tous ces trucs, de Maps. Tout ça, ce sont des unités différentes qui ont leur propre gestion de leurs ressources. Et en fait, souvent, chez Google, une équipe a le choix. Quand on lui donne du budget, on lui dit bah, écoute, ce budget, tu peux le dépenser en ressources ou en personnes. Tu préfères des ingénieurs ou tu préfères du cycle CPU? Et donc ce business-là, derrière, il faut le gérer. Et notamment, quand on va acheter des ressources, on va les acheter à une entité interne qui vend des ressources et qui est capable de les facturer. Donc pour être capable de les facturer, il faut avoir une vision très précise de ce que les gens ont consommé. Donc ça, c'est un point tout à fait fondamental pour nous. Bien sûr, il y a du monitoring, il y a de la sécurité qui est pas ou peu exposée aux développeurs, parce que c'est probablement pas une bonne idée d'exposer ça aux développeurs. La configuration des ressources, enfin, bref, tout ça est tolérant aux pannes et capable là aussi de monter en charge. Et pour autant, l'appli, elle est juste là. Et le développeur, lui, c'est là-dessus qu'il doit vraiment se concentrer. Et ces dernières années, avec Docker, les containers sont apparus comme une façon formidable de développer quelque chose et d'avoir non pas seulement un vocabulaire commun avec les gens de la prod, mais d'avoir un format et d'avoir quelque chose qu'on sait passer et ça fonctionnera de la même manière. J'ai résolu le problème ça marche sur ma machine, ça marchera aussi en prod. En fait, Google utilise des containers depuis assez longtemps. Docker a popularisé beaucoup de choses, et bravo, parce qu'ils ont fait des trucs assez incroyables. Des choses toutes simples, hein, comme des Dockerfiles, comme un format. Google utilise plein de choses très similaires, pas aussi bien packagées, peut-être un petit peu plus difficile d'approche, mais Google a contribué à Elixir, a fait pas mal de choses, parce que c'était le résultat d'optimisation qui était faite en interne. Donc le résultat pour le développeur, c'est qu'il n'y a pas d'OS à maintenir à jour. Déjà, c'est la moindre des choses. Pas de machine virtuelle à démarrer ou à manager. Pas de sécurité à configurer. Et globalement, quelque chose, on a une garantie que ce qu'on a défini dans son container va fonctionner à l'identique en production. Donc Google propose cette approche à ses développeurs depuis à peu près une dizaine d'années. Et en fait, on démarre...
ça c'est les chiffres publics, 2 milliards de containers chaque semaine. Tout est un container chez Google, absolument tout. Tout tourne dans un container. C'est pas possible d'avoir un job chez Google pour des jobs internes ou externes. Tout tourne dans un container. Si vous faites le calcul, ça fait plusieurs milliers de containers démarrés par seconde. Et c'est un chiffre que du début de cette année, par contre. Donc là aussi, on est sur des croissances annuelles qui sont de plusieurs centaines de pourcents. Donc on va vraiment très très vite là. Alors pour aller un petit peu au-delà du white paper, Borg et de tout ce que je vous ai raconté là, et grâce à tout le travail qui a été fait par Docker, Google a décidé de partager son expérience en proposant un projet open source qui s'appelle Kubernetes. Alors est-ce que quelqu'un connaît Kubernetes? Voilà, au moins 2 noms. Okay. Donc Kubernetes, c'est un nouveau projet. Donc c'est pas je prends le code de Borg tel que je vous l'ai décrit et je le mets en open source et puis je vous explique, bon non, ça c'est du spécifique Google, ça par contre il faut utiliser avec telle option, parce que non, en fait c'est très compliqué de mettre en open source quelque chose qui n'a pas été prévu pour. Quelque chose qu'on met en open source ou qu'on fait en open source, c'est pour essayer de répondre aux problématiques du plus grand nombre. Là, c'est quelque chose qui a été construit pendant plus de 10 ans pour les besoins spécifiques de Google. Donc c'est un projet nouveau. C'est une licence Apache V2, c'est écrit 99% en Go, c'est du clean room qui a démarré il y a... les premières versions datent d'il y a... La première version 1.0, je vais y venir, est assez récente, mais les développements sont assez récents, on va dire à peu près 2 ans. Alors Kubernetes, ça signifie capitaine ou timonier hein, en grec. Le site, c'est kubernetes.io. C'est un projet sur GitHub. C'est un projet sur GitHub qui a eu beaucoup de succès. C'est intéressant, je vous ai dit que c'était écrit en Go. Alors Go est un langage qui commence à avoir beaucoup de succès, surtout dans ce domaine-là. Donc Docker lui-même est écrit en Go, Kubernetes est écrit en Go. Beaucoup de choses qui sont proches du système sont écrites en Go. Et bon, même si ce n'est pas un langage qui a le succès d'un Java pour l'instant, ça ne l'a pas empêché d'avoir ce projet-là, d'avoir beaucoup de succès. L'objectif, là, c'est d'être non pas développé pour les besoins spécifiques de Google, mais d'être beaucoup plus extensible et s'adapter à beaucoup plus d'environnements différents. À tel point que on peut ne pas gérer des containers, mais on peut orchestrer des machines physiques. Donc le but, c'est d'être vraiment portable, extensible et léger au sens des process qui tournent, au sens du coût pour commencer à utiliser et adopter la technologie. La communauté est assez large, donc c'est comment ça a été initié par Google, mais on y retrouve des contributeurs de Red Hat, de VMware, de CoreOS et même de Microsoft, qui a une vraie stratégie autour de Kubernetes. Il y a même des distributions Kubernetes qui commencent à arriver, notamment une qui s'appelle Kismatic, et puis d'autres qui sont là pour faire du Kubernetes dans un environnement OpenStack. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui commence à être véritablement utilisé dans plein d'environnements très différents. Et c'est bien la volonté derrière la communauté de vouloir permettre ça, de faire tourner ça sur des VM, sur du bare metal, peu importe. Bien sûr, sur du cloud. Alors Kubernetes s'appuie très largement sur l'expérience Borg. En fait, c'est les mêmes personnes qui ont fait Borg qui développent aujourd'hui Kubernetes. Il y a certains concepts qui sont tirés directement de Borg, qui sont copiés, c'est copier-coller. Des conteneurs, alors c'est du Docker plutôt que la version interne de Google. Les allocs, là j'en ai pas parlé précédemment, mais c'est ce qu'on appelle des pods dans Kubernetes, c'est ce qui permet de regrouper comme dans une unité logique plusieurs containers qui sont liés, qui doivent être schedulés sur la même machine qui aura la même IP. Donc les containers pourront discuter en localhost, on va dire, et puis ils vont mourir et naître en même temps, ils ont le même cycle de vie. L'agent local qui s'appelait la Borglet s'appelle maintenant la Kubelet. Le référentiel stable et persistant qui est très important, parce que c'est là vraiment qu'on a toutes les informations qui sont écrites à chaque fois qu'un acteur du système prend une action. Donc c'est quelque chose qui s'appelait Paxos. Je ne sais pas s'il y a un nom particulier dans Kubernetes. Et puis ce qui est fondamental, ce qui est vraiment la démarche, là, c'est que les specs sont déclaratives. Donc je vais dire, je veux tant d'instances. Je ne vais pas dire, démarre-moi une nouvelle instance. Je vais dire, je veux
qu'en système en nominal, j'ai 5 instances. Débrouille-toi comme tu veux, ou 10, ou 10 000. Donc en fait, on a ce qu'on appelle des boucles de réconciliation qui vont à tout moment vérifier ce qui est demandé et la réalité. Et s'il y a trop de jobs, en tuer, et s'il n'y en a pas assez, en créer de nouveaux. Donc le développeur ou même l'administrateur n'a pas à se préoccuper de démarrer un nouveau nœud dans le cluster. Il dit le cluster, il doit avoir cette taille. Alors il y a aussi pas mal de choses qui ont été améliorées par rapport à Borg, soit parce qu'on a pu faire des choses différemment, parce que le contexte et les contraintes de Google ne s'appliquent pas, soit parce qu'on a appris tout simplement de toutes ces années et que si on avait dû refaire ça, même en interne chez Google, on aurait fait les choses un peu différemment. Alors tout d'abord, et c'est vraiment un concept qui a l'air simple, mais qui est extrêmement puissant et extrêmement utilisé dans Kubernetes, c'est toute cette notion de label qui permet d'avoir un simple couple clé-valeur qu'on peut associer à n'importe quelle brique du système. Donc on peut dire, voilà, ces instances-là, c'est de la prod, ça c'est du test, ça c'est un front-end, ça c'est un back-end. C'est juste des process, des conteneurs, donc après il va falloir dire ce qu'ils font. En fait, le label, c'est même le seul moyen de faire un groupe. Donc si on veut dire à un groupe, ça c'est mon back-end, ou ça c'est ma pré-prod, ou ça c'est mon billing, ou ça c'est autre chose, le seul moyen d'ensuite d'adresser ça comme un tout, c'est de les avoir flagués, de les avoir tagués avec un label au préalable. Et bien sûr, ensuite, on va être capable de faire des requêtages ou de faire des actions sur un ensemble de cibles qui sont taguées avec quelque chose. Dire, je veux faire un rolling upgrade sur la prod en passant sur ce nouveau binaire que voici. Arrêter, faire du monitoring, faire des logs, tout ça sur une cible. Et cette cible, c'est toutes les machines ou toutes les instances qui répondent à un label donné. Le nombre d'instances d'une tâche donnée peut être abstrait par une notion de service. Donc on va créer un certain nombre de pods. Ensuite, on va être capable d'exposer, sans dire, j'ai 10 services, j'en ai 50, 10 instances. On va pouvoir exposer tout ça à travers un service qui va abstraire un petit peu le niveau d'abstraction. En gros, on va mettre ça derrière un load balancer qui aura son adresse publique et derrière, on n'aura pas besoin de, bien sûr, de faire transparaître les détails d'implémentation. L'approche est un petit peu moins monolithique que ce qu'on a dans Borg, parce que là aussi on a la volonté de pouvoir permettre aux gens d'enlever une brique et de la remplacer par autre chose, là où concrètement il y a un besoin donné chez Google et là on a pu prendre un certain nombre de décisions, de raccourcis. Là il a fallu être un petit peu plus modulaire dans l'approche. L'ordonnanceur de tâches, il y en a un par défaut, mais il est facilement remplaçable et configurable. Enfin le dernier point, c'est une adresse IP par pod. Souvenez-vous, le pod, c'est cette façon de regrouper des containers. Chaque pod a une adresse IP, soit parce qu'on a l'IPv6, soit parce qu'on a les adresses internes. C'est quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose qui permet un certain nombre d'optimisations derrière. Et encore une fois, si 2 containers sont dans un même pod, ils vont pouvoir communiquer de manière optimum en faisant du localhost. Donc le résultat de tout ça, c'est un système qu'on pense au final, ou au moins en théorie, meilleur que Borg. Si on devait réécrire Borg, on appliquerait probablement toutes ces bonnes idées. Bien sûr, on ne va pas s'amuser à changer le truc pour changer. Ça fonctionne quand même plutôt pas mal en interne, même si on l'améliore en permanence. Borg est probablement plus robuste, surtout par rapport à la jeunesse de Kubernetes, mais on pense que Kubernetes, un jour, finalement, avec un certain nombre d'années, sera ce qu'on aura en interne chez Google. Alors Kubernetes a été annoncé en juin 2014 à la DockerCon. On a une stable au mois de juin et des plans pour faire une 1.1 bientôt, très bientôt, donc dans les semaines qui viennent. Le but, c'est de ne pas changer l'API, bien sûr, travailler plutôt sur la performance, de supporter Docker 1.8, qui lui est sorti autour du mois d'août, je crois, de faire des clusters de nœuds un peu plus importants. Aujourd'hui, on va être limité autour d'une centaine de nœuds, ce qui est déjà pas mal. On va avoir une limite, là, on va essayer de faire du 250. Et puis un certain nombre d'autres choses. Si vous êtes intéressé, encore une fois, c'est quelque chose qui est sur GitHub. Donc tout est fait de manière complètement transparente, à la fois les roadmaps, les issues, les bugs, toutes ces choses-là.
il y a également quelque chose qui a été annoncé, et c'est un peu la mode des fondations, par la Linux Foundation, en même temps que la sortie de Kubernetes 1.0, c'est que oui, c'est créé par Google, mais il y a quand même plein de gens qui essayent de résoudre ce problème d'orchestration de containers et de gérer la complexité. Docker, c'est formidable quand on a un container. Quand on en a deux, ça se complexifie. Quand il y en a plein avec des versions, ça commence à devenir vraiment très compliqué. Et c'est un problème qui est répandu et clairement identifié par tout le monde. Donc, il y a un certain nombre de gens qui se sont regroupés dans cette fondation à l'initiative de la Linux Foundation. Donc, vous voyez, un VMware, Red Hat, Giant, Mesosphere, Docker, IBM, Cloud Foundry. Il en manque un. C'est un acteur non négligeable du cloud, mais voilà, il n'y a que qui manque. Sinon, voilà, tous ces gens-là sont pour travailler. On parle beaucoup d'autres, de Mesos, par exemple. Donc, Mesos résout le même problème, mais de manière un petit peu différente et plus ancien, à d'autres approches. Donc, comment est-ce que les deux peuvent avoir quand même des choses en commun, parce qu'ils vont résoudre les problèmes de manière un petit peu différente, mais ça serait bien qu'il y ait une base commune. Donc c'est autant de choses qui sont là à discuter dans cette fondation. En même temps, sur GitHub, je vous disais que c'était public. On a remis GitHub sur Kubernetes sur sa propre organisation. Donc c'est plus lié à Google en particulier. Au départ, c'était hosté dans la partie Google de GitHub. On est passé de 13 000 commits à plus de 17 000, 13 000, 1300 issues, on a 1500. On a moins de branches, ce qui est probablement une bonne chose. Et on a plus de 500 contributeurs. Donc on est vraiment sur quelque chose qui marche plutôt bien et encore une fois qui est extrêmement transparent. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer maintenant de continuer à parler, mais de vous faire une petite démo pour concrétiser un petit peu tout ça. Donc une des forces de Kubernetes, provient de la disponibilité de Kubernetes, de cette technologie, dans différents environnements, ce qui permet de définir un workload, une architecture, et de la déplacer depuis votre environnement de développement, de test, jusqu'à de la prod dans du cloud, sur votre cloud privé, hybride, ce que vous voulez. Donc dans la démonstration que je vais vous faire là, qui est une sorte de un guestbook, un livre d'or, que vous allez pouvoir utiliser si vous avez du réseau, on va utiliser l'implémentation dans le cloud public de Google, donc quelque chose qui s'appelle Google Container Engine, GKE bien sûr, hein, c'est logique, le GCE était déjà pris. Donc Container Engine qui est tout simplement une version hostée, managée pour vous par Google de Kubernetes. On va également utiliser autre chose qui s'appelle la Container Registry, qui est une registry privée d'images Docker. Allons-y, sorte de Docker Hub privé. Alors, pour faire ça, on va sortir de là. Et on va repasser en mirror, ça va être plus simple, je pense. Donc, je suis dans la console du cloud Google. Donc là, Google Developer Console, vous la connaissez peut-être, même si vous utilisez tout simplement des API, vous avez besoin d'une clé, vous allez dans un truc qui ressemble à ça. Vous avez un projet, dans un projet, voilà, on peut gérer les API, on peut faire du monitoring. On a des ressources de type compute, de type networking, de type storage, et puis des services de type big data, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais je parlerai un petit peu tout à l'heure dans ma deuxième présentation. Et dans Compute, vous connaissez peut-être App Engine, qui est cet environnement en plateforme as a service. On donne le code et puis débrouille-toi. Là, on est vraiment encore un niveau au-dessus d'un Kubernetes. On n'a pas de notion de service, de load balancer, rien. C'est vraiment juste une question de gérer les ressources de manière totalement dynamique. On a Compute Engine, là, c'est des VM. Donc, je crée des VM avec des images données dans des zones particulières, avec plus ou moins de CPU, plus ou moins de mémoire. Et puis après, SSH, et puis good luck, quoi. C'est à vous de tout gérer. Et on a Container Engine, qui est cette version hostée de Kubernetes. Donc là, pour gagner un petit peu de temps, j'ai créé un cluster. Donc c'est un cluster qui a 3 nœuds, qui se trouve être aux US, mais qui pourrait être en Asie, qui pourrait être en Europe. Le type de machine, c'est ça. Donc ce sont des beakers à 7,5 Go de mémoire, ce qui fait qu'au total, on aura donc l'équivalent de 6 CPU virtuels avec un total de 22 Go et demi. Voilà, quelques informations. Voilà les nodes physiques, on pourrait les regarder, et puis des infos de sécurité. Alors l'appli qui est servie par ce container, c'est rien de très extraordinaire.
C'est quelque chose qui est mis à disposition sur une adresse IP publique. Donc si ça vous amuse d'aller là-bas et d'aller participer, on va faire un reload, savoir si les gens s'y connectent. C'est tout simplement un guestbook. Donc je suis dans la démo. C'est un truc qui est écrit en PHP, imaginez-vous, avec un backend MySQL. Et en fait, la manière dont ça a été déployé, c'est avec un certain nombre de fichiers de configuration. Donc les fichiers de configuration vont définir les différentes briques. Donc on va avoir ici, par exemple, on va regarder le serveur MySQL. Donc le serveur MySQL, lui, est défini dans un pod. Pardon, la latence est un petit peu longue là. Dans un pod, dans un fichier YAML, où on va dire voilà le container qu'il faut utiliser. Il a un disque persistant que j'ai créé au préalable, ici c'est dans mon infrastructure, je vais remonter un tout petit peu. Il écoute sur tel port, quelques options de sécurité, et il a un nom qui est MySQL. Donc on a ce qu'on appelle un pod ici. Donc si on utilise la ligne de commande de Kubernetes qui s'appelle kubectl, et qu'on lui demande de me lister tous les pods, eh bien je vais avoir des pods MySQL. Alors c'est un petit peu pas joli comme ça, mais on a les front-ends, on va y venir, du même cache et un MySQL. Et le MySQL a été tout simplement créé à partir de ce fichier de configuration. On en aura un équivalent pour Memcache. Et pour ce qui est du front-end, je crois qu'on est là, je fais un tout petit peu plus petit. Le front-end, il est là. Donc si je vous montre... Non, il veut pas. Ah, voilà. Pardon, bah, il doit être en dessous. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, tant pis. Si je vous montre le front-end, on a la définition de ce qu'on appelle un replication controller ici. Et le replication controller, il va vous dire voilà l'image qu'il faut aller chercher. On va y revenir. Ça, c'est quelque chose qui est stocké dans le référentiel privé d'images Docker. Il a un nom. Et puis surtout, si on scrolle un petit peu, il a un nom, une version. Et surtout, il a ceci qui dit moi, j'en veux 3. À tout moment, j'en veux 3. Donc débrouille-toi comme tu veux. C'est le côté déclaratif dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ces fameuses boucles de réconciliation qui vont à tout moment vérifier ce qui est demandé et la réalité. Donc je ne vais pas dire fais-moi, quand par exemple le replication controller n'existe pas, quand je le crée, je ne dis pas démarre 3, je dis j'en veux 3. Et après, il y a quelqu'un d'autre dont la responsabilité est de faire cette réconciliation qui va dire il a demandé 3, il n'y en a pas, je vais en démarrer 3. Donc parmi les choses sympas qu'on peut faire avec Container Engine, avec Kubernetes en réalité, dès que j'utilise la ligne de commande kubectl, c'est quelque chose qui est totalement portable. Si j'utilisais du Google Cloud ou du G-Cloud pour créer des disques physiques, enfin tout ce qui est lié à l'infrastructure, là c'est autre chose, mais là on va rester sur les aspects qui s'appliquent quel que soit l'environnement sous-jacent. Là, je peux faire des choses du genre, j'espère que je l'ai dans mon historique, sinon ça va être un peu dur à taper, voilà. Donc kubectl, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais faire un rolling update. Et je vais lui dire que mon front-end, là, eh bien, il faut maintenant qu'il utilise cette nouvelle image. Et cette nouvelle image, bon, ça ne va être pas la V0, on va cette fois-ci dire que je veux plutôt la V2. Et donc, ce qui va se passer ici, alors est-ce qu'il y a des gens qui accèdent là? Personne ne veut jouer avec moi? Personne n'a de réseau, c'est ça? Donc l'idée, c'est que même s'il y avait des gens connectés ici, je vais pouvoir faire un rolling upgrade qui va ici volontairement toutes les 2 secondes introduire une latence qui va permettre de faire des updates des instances une par une, qui va s'assurer que le load balancer est bien au courant de ce qui se passe derrière, que telle instance n'est plus disponible, que telle autre vient d'apparaître, et qui va proposer une expérience totalement transparente ici à l'utilisateur, et que tôt ou tard, on va arriver sur une version V2 de l'application. Juste un petit mot pour vous dire que ça, c'est des choses... Ici, on a certes les clusters de Container Engine, mais on a également la registry, dont je vous parlais rapidement, qui est une façon de stocker ici en local, en plus sur le réseau Google, ce qui permet ensuite des accès extrêmement rapides, notamment quand on fait ce genre de déploiement ou de rolling update, d'y stocker donc des images
euh, Docker. Donc ici, j'ai une seule image avec deux versions différentes, avec deux tags différents. Et si vous voulez ensuite aller faire un pool, c'est comme ça que vous le feriez. Voilà ce que je voulais vous montrer rapidement ici dans cette petite démo sur Kubernetes. Donc ce que je vous montre là, c'est Container Engine qui est en version 1.0, qui utilise une version de Kubernetes qui est là aussi une 1.0 quelque chose. Et encore une fois, il n'y a pas à mettre en place. Quand on veut un cluster, eh bien on va ici, on peut le faire en ligne de commande, bien sûr, on peut le faire avec le clicodrome sur voilà, le nom, la machine, l'endroit où je vais la mettre, le type de machine, est-ce que je veux quelque chose de très gonflé en CPU, en mémoire, la taille, donc je préfère des choses beaucoup plus importantes ici, quel type de logging je veux, et puis après il y a même des options sur les adresses IP qui devraient être distribuées en interne si c'est quelque chose qui a une importance pour vous. Voilà, du coup, on va finir ici avec... Non, ça c'est mon mail, c'est pas ça. On coupe au montage. Je ne sais plus où j'ai mis mes slides. C'est embêtant ça. Non, ça vient de tout ça. Je l'ai fermé. Ah là là. Ah, il était là. Donc voilà ce qui est utilisable aujourd'hui. Il y a plein de choses encore à faire dans Kubernetes. Mais je pense qu'il y a une capacité fondamentale qui est là. Enfin, il y en a deux. La première, c'est l'aspect déclaratif. Et la deuxième, c'est l'aspect portable. Donc, on parle souvent de lock-in dans le cloud. On se dit, bah voilà, une fois que vous avez mis des trucs chez Amazon, chez Google, chez Microsoft, vous utilisez leurs API et derrière, prendre votre application et la mettre ailleurs, c'est du boulot, c'est loin d'être facile. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais on est sur quelque chose que vous maîtrisez. Et ce quelque chose que vous maîtrisez, c'est le fait que c'est open source et c'est que c'est portable et que vous pouvez le déployer dans votre propre environnement ou sur une autre infrastructure. Mais pour revenir un petit peu en arrière sur ce que je racontais par rapport à Borg et aux principes qui sont faits qui sont suivis chez Google, c'est que c'est vraiment important d'avoir des tâches qui fonctionnent avant de savoir si elles fonctionnent bien. C'est vraiment important d'avoir cet aspect déclaratif. Les ressources doivent être optimisées et c'est la responsabilité d'un Kubernetes de faire ça. Il y a 3 nœuds physiques dans mon cluster, mais quand je dis je veux 3 copies de mon service, et bien pour une raison X ou Y, il peut très bien décider d'en mettre bien sûr une sur chaque nœud physique, mais aussi parce que souvenez-vous, il y a du MySQL, il y a du Memcache, ben peut-être de mettre 2 nœuds sur deux instances sur un même nœud physique. Donc après, tout ce travail de dispatch, toute cette intelligence est laissée à la responsabilité de Kubernetes. Et là, il y a vraiment tout un savoir-faire, je pense, qui est implémenté et qui est encore implémenté dans Kubernetes. Et puis bien sûr, pour la vision développeur, le container, ça c'est vraiment quelque chose d'assez magique. On utilise Docker aujourd'hui. Il y a d'autres initiatives autour de containers et vu l'ouverture et la volonté de s'appliquer à un maximum de technologies de Kubernetes, s'il y a quelque chose qui arrive derrière et qui a du succès, on supportera en plus de Docker. Donc voilà, je pense que le futur, il est à ce genre d'infrastructure. Où est-ce que vous faites tourner votre Kubernetes? Moi, je vous encourage au moins à le tester dans la plateforme Google Cloud. Au moins pour voir, vous familiariser, mais vous avez cette possibilité, encore une fois, de faire tourner ça à peu près où vous voulez. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite donc à noter kubernetes.io si vous voulez jeter un coup d'œil sur l'état du développement et à tester Kubernetes, par exemple, dans Cloud Google, donc cloud.google.com. Si vous ne l'avez jamais testé, vous avez droit à 200 ou 300 $ de crédit. Si on vous un petit peu plus, si vous en voulez un petit peu plus, vous venez me voir et on doit pouvoir s'arranger. Voilà. Merci. Et si vous avez des questions, je dois pouvoir y répondre parce que pour une fois, j'ai fini presque à l'heure. Le monsieur devant.
Docker est dans... oui, oui, je pense que... Bon, c'est toujours une relation... c'est de la compétition concrètement, hein. Il y a de l'overlap entre ce que fait Kubernetes et ce que fait Docker depuis qu'ils voilà, ils vont au-delà de la notion de simplement de container, mais Docker Machine, Swarm, tout ça. Donc ils font partie de la CNCF, la Cloud Native, j'ai oublié Foundation là en l'occurrence. Donc c'est tout le sujet, c'est dire voilà, on est tous partis dans pour résoudre à peu près le même problème avec des approches sensiblement différentes. Où est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Où est-ce que y a des accords parce qu'il y a des objectifs différents ou des manières différentes d'arriver au même objectif. Le but de cette fondation, chapeautée par la fondation Linux, c'est bien de discuter de toutes ces choses-là. Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des committeurs Docker qui vont abandonner ce qu'ils font pour venir faire du Kubernetes ou l'inverse? Trop tôt pour le dire, il y a de la politique, il n'y a pas que de la technique, je ne vous le cache pas. Mais bien sûr, oui, il y a plein de choses, c'est pas la peine de le refaire en 36 fois. Et le déclaratif, mais ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Une autre petite question? Une autre grosse question, au fond. Ouais. Ouais, mais Mesos était là avant et Kubernetes a eu beaucoup de succès. Donc, ça ne veut pas dire que Mesos ne faisait pas les choses comme il fallait, parce que plein de gens l'utilisaient et ça résout un problème. Mais pour autant, ça veut dire que Kubernetes a réussi à faire des choses que Mesosphere ne faisait pas de manière simple, on va dire. Au moins cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a un ticket d'entrée dans Mesos qui est pas neutre. Il y a plein de choix à faire. Il n'y a pas forcément toujours un choix out of the box qui est clair pour tout le monde. Il y a des gens qui travaillent à l'intégration des deux, ou des services de l'un avec l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui des bonnes pratiques qui aient vraiment encore émergé, mais il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale entre les deux. Encore une fois, c'est un peu la même réponse. Ils font aussi partie de cette fondation. Voilà. C'est une question qui revient assez souvent. Il y a plein de gens qui essaient de résoudre le même problème. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas ensemble? Alors, il peut y avoir des raisons techniques qui justifient de faire les choses différemment, des raisons historiques, et puis des raisons politiques qui ont raison d'être là ou pas. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là, voilà, la réponse est un petit peu la même. C'est que si tu fais du méso, c'est que ça marche pour toi, bah continue, il n'y a pas de problème. Si c'est un problème nouveau pour toi, si tu démarres avec les containers et que tu veux passer à l'étape de comment je gère un peu ce bordel, d'en avoir quelques-uns, et il y a des cycles de vie, il y a des dépendances, il y a toutes ces choses-là, peut-être qu'une première étape peut être intéressante avec Kubernetes. Après, si tu rentres dans des limites et que tu penses que Mesos peut y répondre, bah, c'est bien, tu as du choix, c'est quand même formidable. C'est plutôt sain, je pense, pour l'instant. On n'est pas dans une compétition où l'utilisateur, lui, est brimé. Au contraire, il a plus de choix. Pas avec. Donc, alors, Container Engine, c'est que du Docker. Après, dans Kubernetes, tout est possible. Moyennant un petit peu de... Bon, faut s'y connaître quand même un petit peu. On n'est pas du tout dans une expérience clicodrome comme je vous l'ai montré. Mais oui, c'est possible. Oui. Bon, super. Merci et bonne journée.